sommes ravis de vous retrouver sur le plateau télé de la FHP depuis Santexpo édition 2024. Et nous allons parler stratégie et nous allons parler raison d'être avec mes invités. Marie-Claire Vier, bonjour. Alors, Marie-Claire Vier, vous êtes la directrice stratégique de la FHP. Martina Houstin vous présente plus, ex-directrice générale de l'ARS Languedoc-Roussillon et membre du comité de mission de la FHP. Et puis Béatrice Noëllec, on ne vous présente plus non plus, directrice de relations institutionnelles de la FHP. Marie-Claire Viez, je me tourne vers vous pour sa première question. Nous allons parler de plan stratégique et vous allez finalement nous expliquer quelle est la genèse de ce plan stratégique. Bonjour, effectivement, le plan stratégique de la FHP 2024-2026 s'inscrit dans le cadre d'exécution des statuts de la fédération. Mais si cette démarche n'était qu'un passage obligé, un exercice auquel il fallait sacrifier parce que nos statuts l'exigent, elle n'aurait que très peu d'intérêt. Et notre volonté était tout autre. Et la démarche d'élaboration du plan stratégique en témoigne. La FHP a travaillé durant 5 mois en co-construction avec l'ensemble de ses parties prenantes internes à l'élaboration du plan stratégique 2024-2026. Et ce plan stratégique s'est nourri en fait des réflexions du groupe de travail, de son groupe de travail stratégique, ainsi que des contributions des différentes instances, commissions, groupes de travail internes de la FHP. Et concrètement, il y a un cycle de réunions qui s'est opéré entre septembre et décembre, réunissant donc les membres de son groupe de travail stratégique et qui a donné lieu à l'identification des grands enjeux, des grandes orientations stratégiques à décliner dans un plan d'action opérationnelle. Et ensuite, donc s'en est suivi une phase de concertation de janvier à février 2024 auprès de l'ensemble des instances groupes de travail de la FHP avant son adoption par le comité exécutif de la FHP. Et donc c'est au final, au total, plus de 100 personnes mobilisées dans l'élaboration de ce plan stratégique qui s'inscrit donc sur le long terme et qui constitue une feuille de route de la fédération en cohérence et en complémentarité avec les engagements et les objectifs opérationnels de la raison d'être de la FHP. Et ce plan stratégique finalement fixe un cap sur les 3 prochaines années pour la fédération et pour le secteur en réponse justement aux enjeux du secteur avec un vrai souci de coller au plus près avec les réalités de la profession et évidemment en lien avec les attentes des patients. Alors on va rentrer dans le détail dans les objectifs. Béatrice, je voudrais que vous nous rappeliez ce que vous entendez par raison d'être. Alors d'abord je voudrais dire que la démarche de plan stratégique et la démarche de raison d'être, ce sont vraiment 2 choses qui sont extrêmement liées au sein de la fédération de l'hospitalisation privée. C'est un cheminement de longue date, une raison d'être. On ne décide pas comme ça du jour au lendemain de poser une raison d'être. On avait commencé à initier ces réflexions-là à la fédération dès 2017. Donc avant, finalement, vous vous rappelez, les contours de la loi Pacte, qui a dessiné finalement et fait émerger le concept d'entreprise à mission dans notre pays. On s'était dit très tôt, finalement, vous voyez, 2017, ça remonte quand même à quelques années, on s'était dit très tôt qu'il y avait une réflexion à mener et à décliner en action, bien sûr, autour du sens de notre action. Qu'on devait, en tant que fédération hospitalière, porter une réflexion prospective sur le système de santé, au-delà des urgences auxquelles nous sommes assujettis, je dirais, au quotidien, qu'il y avait véritablement une question à se poser sur notre rôle dans la société. Et ça ne se fait pas... Et finalement, la santé, c'est peut-être le domaine par définition où on peut dire on est une entreprise à mission. Parce que la santé, ce sont avant tout des missions au service des patients, ce sont des missions de service public. Et nous, en tant que fédération, on se trouvait évidemment totalement cohérent pour mener cette action. Alors, on n'était pas obligé de le faire, nous, parce qu'on est une fédération. C'est volontairement que vous vous êtes mis, entre guillemets, sous la houlette de la loi Pacte. Hein. Absolument, Christelle. C'est tout à fait volontaire. On est une fédération, donc on n'est pas assujetti à l'être. Mais on a trouvé que c'était... Et d'ailleurs, je pense qu'on est une des premières fédérations, peut-être même la première fédération hospitalière à le faire. On a trouvé que c'était un process
véritablement très vertueux. Et puis, on s'est dit, voilà, on ne veut pas faire une raison d'être qui soit proclamatoire, parce qu'on peut faire une raison d'être en disant qu'on est pour la paix dans le monde, mais on a voulu aller au-delà. Alors, on s'est un peu creusé la tête. On a travaillé beaucoup avec les adhérents, parce que c'est pour les adhérents qu'on fait tout ça, nos adhérents, les 1030 cliniques et hôpitaux privés qui remplissent des missions de service public. On a travaillé cette raison d'être, ils l'ont co-construite, cette raison d'être. Puis après, on s'est dit, maintenant qu'on a une belle raison d'être avec des principes et des engagements, il faut qu'on la décline de manière opérationnelle, et on en est là aujourd'hui. Alors, on va revenir sur les engagements que vous avez pris, Béatrice, et puis également sur la diversité de vos adhérents. Ça, faudra qu'on y revienne. Mais Marie-Claire, je reviens vers vous. Je voudrais qu'on parle des différents axes stratégiques. C'est quoi? C'est la reconnaissance des professionnels de santé? C'est le financement? C'est tout ça, mais pas seulement. Effectivement, notre plan stratégique s'articule autour de quatre grands axes, déclinés en 10 objectifs et 24 actions. Et on retrouve parmi les enjeux auxquels la FHP entend répondre à travers ce plan stratégique, finalement les nombreux sujets sur lesquels nous avons échangé depuis hier avec nos parties prenantes sur ce plateau télé. Donc le premier enjeu, vous l'avez dit, c'est la reconnaissance du rôle et des missions des cliniques et hôpitaux privés. Les établissements de santé privés ont une utilité sanitaire, sociale, économique, territoriale. Et il s'agit de valoriser effectivement cela à travers des études et des retours d'expérience concrets. On l'a vu aussi depuis hier, sans moyens, les établissements de santé privés ne sont pas en capacité de soigner durablement et de remplir durablement leur mission. Et pour cela, il faut des financements, il faut des tarifs adaptés aux coûts et puis également aux missions réalisées. Et bien sûr, il faut rompre aussi avec l'annualité budgétaire pour apporter une visibilité aux acteurs de santé pour qu'ils puissent continuer à investir dans l'innovation, dans la prévention, dans la recherche, bien sûr, et en réponse aux attentes de la population dans un contexte, on le sait, de transition épidémiologique, démographique, technologique, numérique et évidemment environnementale. Et donc c'est pourquoi on porte effectivement une approche pluriannuelle de trajectoire des financements. Et nous ne sommes pas les seuls évidemment à porter cette demande qui fait consensus au sein de l'ensemble de l'écosystème de la santé. Le deuxième enjeu, c'est l'attractivité du secteur. Le secteur de la santé médico-sociale emploie 2 millions de salariés et les établissements sont confrontés aujourd'hui à une pénurie qui finalement vient déstabiliser à la fois les établissements et l'offre de soins dans les territoires. Et répondre aux enjeux d'attractivité, ça implique effectivement une reconnaissance du principe d'équité, des mesures de revalorisation des salaires pour tous les professionnels et quel que soit le statut. Ça implique aussi la mise en place de passerelles entre secteurs, métiers, exercices pour permettre l'évolution des carrières qui est majeure quand on travaille sur l'attractivité. Et puis on travaillait également sur les conditions, qualité de vie au travail, conditions de travail. L'attractivité aussi ne pourra être résolue que si on travaille sur la formation. Et pour ce faire, effectivement, il faut pouvoir développer une vraie prospective des ressources humaines, santé, grand âge. Il faut pouvoir déverrouiller les dispositifs de formation. Et puis également mettre les efforts de formation sur les métiers en tension comme les métiers de la santé. Il s'agit aussi pour nous, dans le cadre de ce plan stratégique, de valoriser l'exercice, les parcours des médecins également au sein des établissements de santé, ça c'est majeur. Et également, cela passe aussi par la valorisation et la promotion de la recherche clinique réalisée dans les établissements de santé par les médecins. On le valorise trop peu, on en parle trop peu et c'est aussi l'enjeu de faire un focus dans le cadre de ce plan stratégique. Et puis enfin, le troisième enjeu, c'est le décloisonnement du système de santé dans les territoires.
en ancrant en fait les acteurs de santé dans une logique de coopération au service de l'accès aux soins, au service de parcours décloisonnés et coordonnés. Et pour ça, à cet égard, on porte la création d'un service public de santé qui intègre l'ensemble des acteurs du parcours à égalité de droits et de responsabilités. Et enfin, effectivement, une étude réalisée il y a maintenant quelques mois par l'Institut Via Voice avait montré que 78% des Français faisaient confiance à l'hospitalisation privée pour répondre aux besoins de santé. Et les raisons principales avancées par les personnes interrogées, c'était la qualité des soins prodigués, la qualité des professionnels qui exerçaient dans les établissements et puis aussi l'innovation présente dans ces établissements. Et donc ce plan stratégique a vocation à soutenir et à valoriser justement cette qualité et cette innovation développée dans les établissements en s'appuyant évidemment aussi sur une dynamisation de la démocratie sanitaire au sein des établissements de santé. Béatrice, je le disais, c'est volontairement que la FHP s'est mise sous la houlette de la loi Pacte. Ça veut dire que vous devez souscrire à certains engagements ? Alors, ça veut dire qu'effectivement, nous, on est une fédération hospitalière, on doit proposer aussi à nos adhérents, mais vraiment proposer, ils y adhèrent ou pas, un cheminement. Un cheminement. Et d'ailleurs, certains de nos adhérents ont été précurseurs, puisque par exemple, le groupe Bivalto, ils sont de fait entreprises à mission aujourd'hui, et que la réflexion est évidemment en germe aujourd'hui chez d'autres adhérents. Donc l'idée, c'était de créer vraiment une réflexion fructueuse autour de ça. C'était de se dire finalement... dans le contexte difficile qu'on connaît aujourd'hui, avec, je ne vais pas revenir sur la récente campagne tarifaire, mais avec les asymétries de traitement, etc., il est plus que jamais important pour une fédération hospitalière qui représente 1030 adhérents, qui souhaitent 9 millions de personnes chaque année, finalement de montrer qu'on est des acteurs de l'intérêt général, qu'on est au service du bien commun, finalement on remplit des missions, comme le disait Marie-Claire à l'instant, de service public. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un message extrêmement important qui est tout sauf un message déconnecté des réalités. C'est un message ancré dans la réalité de ce qui se passe aujourd'hui sur les territoires. Alors, on a effectivement cette co-construction avec les adhérents. Et puis on a, et d'ailleurs, il y a une vraie adhésion des adhérents. J'en veux pour preuve qu'en juin 2022, notre raison d'être, donc on avait co-élaboré, a été adoptée à 89%. Donc on était contents, on était fiers. C'était déjà... voilà. Et puis, j'offrirai une transition toute trouvée avec Martine Aoustin qui est à côté de nous. Mais on a aussi présenté cette année notre premier rapport de mission. Donc c'est un moment important récemment et qui a été adopté aussi par 96% des adhérents. Donc ce rapport de mission, il a été rédigé sous l'œil bienveillant mais vigilant du comité de mission, parce que quand on se met sous je dirais, la loi Pacte, on doit se doter d'un comité de mission qui est une instance très importante, qui vient vérifier que tout ce que nous déclinons n'est pas cosmétique, que tout ce que nous faisons sur la déclinaison opérationnelle de la raison d'être n'est pas cosmétique, que c'est vraiment ancré dans la réalité de la fédération. Et ça, c'est le rôle du comité de mission. Et pour terminer, je voudrais dire aussi, et tout à fait en résonance avec ce qu'a dit Marie-Claire, c'est que véritablement pour structurer les engagements de cette raison d'être, on est dans une fédération, ce n'est pas une forteresse. Une fédération, elle doit être ouverte sur tous ses interlocuteurs et sur tout son maillage de parties prenantes. Là, on est à Santexpo. Vous avez vu, on a des intervenants qui viennent d'horizons extrêmement différents. On a les patients, on a les institutionnels, les politiques, on a nos homologues, les autres fédérations, etc. Et c'est fondamental d'être dans ce maillage relationnel-là, dont Santexpo est un peu finalement la vitrine, et la vitrine bienvenue. Et le rôle et la place de l'hospitalisation privée ne seront jamais mieux affirmés que justement
parce qu'elle s'inscrit nous nous inscrivons dans un contexte de lien étroit entretenu avec nos parties prenantes. Et c'est comme ça aussi qu'on tisse des coopérations fructueuses au service des patients et avec eux sur les territoires. Martine Aoustin, alors, vous êtes membre du comité de mission de la FHP, hein, j'en viens à vos questions. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être membre de ce comité ? Avant de vous dire ce que signifie et pourquoi j'ai accepté d'être membre de ce comité, je crois qu'il faut revenir sur l'intérêt de cette raison d'être et pourquoi j'ai regardé ce projet avec beaucoup d'intérêt, avec, me semble-t-il, également un accord sur l'ensemble des objectifs et des dispositifs. La raison d'être m'est apparue comme la volonté claire et explicite. Et ça, c'est important, parce qu'elle est écrite, elle est déterminée, et en plus, elle est déclinée. Donc, c'est une volonté qui est à la fois claire, explicite, et en fait, la fédération ainsi s'exprime sur ce que doivent être ses impacts pour l'avenir sur l'ensemble des soins, mais également de la santé plus globalement, qui sont prodigués à nos concitoyens, et plus globalement d'ailleurs, et plus largement sur le secteur qui est celui dont elle s'occupe et qui la concerne. Alors, moi, je voudrais dire combien ces impacts sont absolument incontestables. Je veux dire, je pense que chacun peut s'y retrouver. Bien entendu, je m'y suis retrouvée de par peut-être mon expérience professionnelle qui me donne une sensibilité, mais je crois que tout un chacun qui les lirait serait en faveur de ces objectifs. Nous en parlerons sans doute un peu plus longuement tout à l'heure. Et donc, la FHP aujourd'hui, ça vient d'être dit, n'est pas une entreprise, donc elle n'est pas soumise à la loi Pacte. Et donc, c'est une démarche qui est une démarche, encore une fois, volontariste, intéressante, et qui en plus peut j'allais dire, infiltrer l'ensemble du secteur. Et là, nous parlons d'entreprise. Et donc, l'ensemble des établissements qui, eux, sont en entreprise, peuvent fort bien appliquer, transposer, s'inspirer de ces objectifs et les mettre en œuvre et les mettre en valeur. Alors voilà ce qui m'a fait intervenir et dire oui, j'y suis d'accord. En fait, je pense qu'il est absolument fondamental dans cette raison d'être de regarder quels sont les trois grands objectifs. On parlera après, je crois, de leur déclinaison. Mais les trois grands objectifs, c'est promouvoir la réponse aux besoins. Comment ne pas être en faveur de cela, mais c'est comment on fait pour y aller. Parce que ça, c'est déclaratif. Ça fait bien longtemps qu'en fin de compte, tout un chacun exprime cela. Mais dans la réalité, dans l'action quotidienne, c'est un autre sujet. Et donc, voilà ce qui est important. La deuxième approche, défendre l'équité. L'équité. On vient d'en parler. On en parle beaucoup, effectivement. Mais vraiment, je pense qu'en fin de compte, sur des sujets, notamment celui du service public, je fais un aparté sur ce sujet. Mais pourquoi le service public serait rattaché à un statut ? On parle de contrat, on parle de confiance. Eh bien voilà, ce sont des sujets sur lesquels on peut se déterminer par voie contractuelle. Ça ne veut pas dire qu'on laisse faire. Ça veut dire qu'en fin de compte, on contractualise et qu'ensuite, on suit les termes de ce contrat. Est-ce que c'est l'ancienne directrice générale d'ARS qui parle ? Écoutez, c'est pas plus l'ancienne directrice d'ARS que la citoyenne, mais que peut-être quelqu'un qui a vécu un grand moment, un long moment, un périple professionnel compliqué, large, mais en même temps passionnant, et qui s'est inspiré de toute sa carrière professionnelle dans le monde de la santé pour vous dire aujourd'hui ce que je pense de cette raison d'être et pourquoi j'ai accepté à ce comité. Martine Aoustin, quels sont les thèmes qui vous paraissent les plus nécessaires ? Alors, il faut faire un choix parmi les thèmes. Il y en a beaucoup sur les engagements, donc je vais en choisir un ou deux, voire trois. Moi, le thème qui me paraît fondamental, c'est celui qui se détermine sur les coopérations pour engager des parcours. Vraiment. On parle de parcours depuis des années. Et même avant d'avoir ce terme, on évoquait les coopérations interprofessionnelles, etc.
Mais en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, entre ce qui est écrit dans la loi, entre ce qui se dit, entre ce qui s'exprime et entre ce qui se passe sur le terrain dans la réalité quotidienne, je crois vraiment qu'il y a encore de la marge. Et donc, il y a de la marge pour que chacun avance et chacun fasse en sorte que... Et cette raison d'être, c'est peut-être aussi de se dire, allez, chaque acteur s'emploie avec ses forces, ses faiblesses, et puis ses spécificités, parce que c'est ça aussi, hein. Faire coopérer les gens, c'est faire coopérer également des individus, des statuts différents, des approches différentes. Le deuxième sujet, me semble-t-il, c'est la dynamique d'attractivité. Le secteur, qu'il soit public ou privé, souffre aujourd'hui d'un problème d'attractivité des métiers de la santé. Sans personnel, rien ne se fait. Sans le confort du travail de ces personnels, quels que soient les personnels, bien sûr, médecins, personnel de soins, etc., rien ne se fera non plus. Et rien de bien ne se fera s'il n'y a pas une reconnaissance, un accompagnement de ces personnels. Voilà donc quelque chose de fondamental. Comment faire pour attirer? Et il importe donc que cela soit mis en œuvre. Alors après, je pense qu'il y a une démarche, et également, je viens d'en dire un mot, qui est la démarche contractuelle. Moi, je crois à la confiance. Moi, je crois qu'en fin de compte, quand on dit ensemble, voilà ce qu'on va faire, et qu'on pose une signature en bas d'un contrat, vous vous êtes engagé à deux. Et l'engagement à deux, c'est très différent de celui d'un texte qui arrive un peu de l'extérieur. C'est très différent. Je pense que ça crée la confiance. J'ai eu cette expérience, me semble-t-il, d'une confiance. Et donc voilà pourquoi c'est le troisième thème que je retiendrai personnellement. Martine Aoustin, alors effectivement, vous venez de nous citer ces thèmes. Est-ce qu'il y en a finalement précisément qui sont plus représentatifs, qui ont retenu encore plus votre attention? Alors je viens d'évoquer quelque chose qui me tenait à cœur, qui est le sujet du service public. Dans la région dans laquelle j'ai exercé, j'ai fait en sorte, d'ailleurs avec le doyen à l'époque, de permettre à des étudiants d'être internes dans des établissements privés. Parmi, sans doute, les premières régions à avoir cette démarche. Ça s'est très bien passé. Alors, je ne vous dis pas qu'on en avait beaucoup, mais on en a eu un grand nombre, un certain nombre, et en fait, ça s'est fort bien passé. Alors, voilà un sujet, je veux dire, qui revient également sur des missions qui pourraient être qualifiées de service public et que j'ai évoqué tout à l'heure plus longuement, je n'y reviendrai pas. Et puis, le deuxième point, c'est ce qui est évoqué dans le cadre de la qualité, la pertinence, la sobriété, parce que quand même, il va falloir que petit à petit, ce sujet de la sobriété s'impacte dans chacune de nos actions. Et puis, le service rendu analysé avec l'ensemble des indicateurs. J'ai beaucoup travaillé sur la notion de valeur en santé. J'y suis très attachée. Je pense qu'en fin de compte, si on suit cette approche de la valeur en santé et que l'on mesure la qualité à des moments donnés du parcours du patient, alors on saura ce que sont la qualité des résultats. Et ça, c'est assez fondamental. Puis en plus, c'est ce qui intéresse les malades, les patients. Alors, on arrive malheureusement à la fin de cette table ronde. Béatrice, je vais vous donner le mot de la fin, je vais vous laisser conclure. Marie-Claire, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Juste peut-être rebondir sur ce que Martine vient d'exprimer sur le volet enjeu de sobriété. C'est vrai que les établissements de santé ont totalement pris conscience en fait des enjeux du changement climatique et en cela effectivement le plan stratégique les accompagne aussi dans la structuration de leur démarche transition écologique en lien avec la feuille de route nationale de transition écologique du système de santé. Ce que je peux exprimer effectivement en mots de la fin, c'est que finalement ces démarches à la fois du plan stratégique et de la raison d'être sont des démarches prospectives qui se veulent à la fois politiques et très opérationnelles, très concrètes sur les territoires, pour contribuer à la transformation du système de santé et qui, effectivement, en a bien besoin. Béatrice, je vous laisse la conclusion de cette table ronde. Oui, moi je voudrais dire, effectivement, sur les différents thèmes abordés, Martine Aoustin parle d'or.
Et c'est finalement quand même de bon augure qu'entre l'organisation qui porte sa raison d'être et le comité de mission qui est chargé de porter sur celle-ci un regard, encore une fois, bienveillant mais vigilant, on soit en communauté, si j'ose dire, à la fois de valeurs et puis de fond, hein, de déclinaison sur le fond. Et Martina Oustain dit quelque chose de très important. Elle a dit ça ne doit pas être déclaratif. Et ça, c'est très important. Nous, on est obsédés par ça au sein de la fédération. C'est que les valeurs que nous portons et soient toujours déclinées en actions très opérationnelles au service de nos adhérents et au service des patients. On voit bien aujourd'hui, et ça, j'élargis un peu le propos, mais on voit bien aujourd'hui, et ça, c'est une sorte de sujet d'étonnement quand même, qu'il y a des thématiques qui font aujourd'hui très largement consensus dans l'écosystème. Là, on va avoir tout à l'heure à midi une table ronde sur la pluriannualité du système de santé. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut enfin une vision pluriannuelle du système de santé, qu'on ne peut pas faire de la santé à courte vue, qu'il faut voir loin. Je n'oserais pas paraphraser le slogan d'un parti politique qui dit voir loin pour faire bien, mais c'est quand même ça. Et finalement, rien ne bouge véritablement dans les faits. Et idem pour le service public de santé. On en a beaucoup parlé, Christelle, dans cette table ronde. Le service public hospitalier doit être revisité. Il est obsolète aujourd'hui dans ses contours. La crise sanitaire a montré qu'on doit tous travailler ensemble, au-delà des considérations de statut. Le patient s'en contrefiche des considérations de statut. On doit effectivement être au service de mission, réunis au service de mission sur les territoires pour les patients. Le statut n'importe peu là-dedans. Et ça aussi, ce sont des sujets, c'est un sujet qui fait quand même largement aussi consensus, notamment quand on parle de services territoriaux, quand on parle aux associations de patients, etc. Ils sont pragmatiques, les associations de patients. Ils veulent qu'on réponde aux besoins. Les élus des territoires aussi. Ils sont loin des considérations idéologiques, etc. Ils veulent juste que les gens soient bien soignés sur leur territoire. Et donc, finalement, ne soyons pas dans le déclaratif en général et passons finalement de choses qui font l'unanimité à la déclinaison effective, enfin, et portée par le politique, de ces changements de paradigme majeurs, parce qu'on en a vraiment besoin pour le système de santé, et nous, c'est vraiment ce qu'on attend. Merci, mesdames, de nous avoir éclairés sur le sujet. Merci à vous. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis.